Salut! Aujourd'hui, on fait un tour dans les champs à pied pour faire différentes observations, mesures et pesées. On en profite que le soleil soit là, sachant qu'on vient de se prendre quasiment 70 mm depuis fin de semaine dernière, milieu de semaine dernière, où vous savez, j'ai fait les premiers apports d'azote principalement sur colza et un peu sur céréales. Et donc, c'est tombé un peu plus que prévu, on approche des 70 mm. Donc l'eau s'est mise à recouler un peu partout dans les champs et les zones. Je vous mettrai des photos. Des zones dans les blés qui avaient noyé au SMIC. On voit que tout de suite il y avait déjà de l'eau partout en surface ici. Ça a jamais réellement beaucoup ressuyé. Enfin bref, c'est comme ça. Donc là, je pense que les apports d'azote, soufre ou autre, il n'y a pas de souci, c'est bien assez valorisé. Là, je vais faire des pesées de colza, c'est-à-dire que je n'avais pas encore pris le temps de faire les pesées sorties hiver. Et il y a pas mal d'endroits où il a commencé à repartir. Donc, je voulais me faire un peu de données pour savoir où c'était. Et en même temps, je vais en profiter pour faire les analyses, les prélèvements pour les analyses de sol. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des reliquats sortis hiver, que je trouve assez peu pertinents, je préfère faire tous les ans, je fais 4 analyses de sol sur différents sites. Alors, au bout d'un moment, je reviens sur des parcelles où j'ai déjà fait l'analyse il y a 4, 5 ou 6 ans pour voir un peu l'évolution du taux de matière organique. Et là, ici, par exemple, là, c'est des parcelles en bio où il y a les dernières analyses remontent peut-être à 2007-2008, donc plus de 15 ans. Donc c'est bien de savoir un peu où on en est. Donc en même temps, je vais faire, comme il y a des champs où il y aura à la fois analyse de sol et pesée de colza, j'en profite. Donc je fais un tour de champ en plus, il fait beau. Et on va regarder ça ensemble. Et tant que j'y suis, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ici, il y avait un couvert d'hiver qui avait été semé, avoine rude plus les 200 kg de févrole. C'était un précédent colza. Donc j'ai passé le rouleau sur le gel, mais c'était moins gelé que le reste des parcelles. C'était en courant de matinée. Et vous le voyez, le résultat n'est pas comme sur les autres, sur l'autre rendu que je vous ai montré avant. Là, il faisait pas assez froid et vous voyez que les colzas, eh bien, ils n'ont pas tous été détruits correctement, voire certains assez peu. On voit qu'il reste du vert. Donc à quelques degrés près, on voit la différence. D'ailleurs, il y a même des graminées ici qui sont encore vertes. Donc ça montre, ça n'a même pas détruit toute l'avoine. Le reste, là, on dirait que j'ai passé un glyphosate quasiment, alors que je n'ai passé qu'un coup de rouleau. Donc voilà. Et ici, il y a eu du compost de déchets verts qui a été épandu, donc comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo. Allez. Donc ça, c'est un des premiers outils que j'avais acheté en m'installant. C'était une tarière. Parce que l'une des premières choses que j'ai commencé à faire quand je me suis installé, c'est faire des analyses de sol dans les différentes parcelles pour voir avec quoi on partait. Parce que quand on s'installe, on voit les champs un peu visuellement, comme ça, mais on ne connaît pas la saturation de la CEC, la fraction minérale du sol, c'est-à-dire que j'ai fait des analyses complètes, matière organique, sable, limon, argile, enfin, je ne vais pas vous apprendre, mais la première fois sur chaque parcelle, j'ai fait une analyse comme ça, pour savoir avec quoi je partais, quelle quantité d'argile, quelle quantité de sable. Et après, ça a permis de voir aussi en CAO, ce qu'il n'y avait pas d'ailleurs. On voyait bien la mauvaise saturation de la CEC. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire des analyses de sol un peu partout pour savoir avec quoi on travaille plutôt que des reliquats sortis verts qui servent juste pour du réglementaire. Donc j'avais préféré acheter une tarière comme ça plutôt qu'un déchaumeur à dents. Je vais aller voir ces deux parcelles de colza. Ça, c'est du semi-direct à la dent. Donc là, je vais faire peser et analyse de sol. Donc ça, c'était des parcelles où je m'étais beaucoup embêté avec le semoir à dents, où j'avais beaucoup de bourrage. Vous voyez, les passages comme ça, c'est là où le semoir était vraiment bourré. Donc là, même des zones qui sont comme moyennes comme ça, je pense qu'il y aura quand même assez de pieds mètres carrés pour arriver
à couvrir, alors il n'y aura pas le même rendement que dans les autres parcelles, hein. Je sais que cette parcelle en dessous a toujours cette zone-là qui est en sous-production, mais il n'y aura pas de racines. Je veux dire, ce que je ne veux pas dans notre système, c'est qu'il y ait des zones qui passent des grandes périodes sans racines, parce que dans des limons sableux, comme ça, le sol va se refermer, et après, ça sera problématique. Or là, il y a quand même quelques pieds de colza. La répartition est, même s'il n'y en a pas beaucoup, est quand même correcte, on va dire. Il n'y a pas non plus de gros trous, il n'y a vraiment rien du tout. Donc voilà, c'est pas catastrophique. J'aime pas quand c'est comme ça, c'est pas souvent, mais c'est pas un trou important. Je vais vous montrer l'autre parcelle qui est de l'autre côté de la route, qui correspond à la normalité, on va dire, à la plupart des colza SD à la dent. Les plus jolis, c'est ceux qui ont été semés très tôt, tout à fait début août, autour du 3 août. J'ai semé les plus petites parcelles, les plus chronophages, on va dire. J'avais semé que celle-là, parce que j'étais pas certain de la météo, et surtout, on n'avait pas fini. Elles avaient reçu le lisier de porc déshydraté, mais le compost, les déchets verts et le carbonate de calcium n'avaient pas encore été épandus. Donc ces parcelles-là, ça représente juste une dizaine d'hectares en 3 parcelles. Je les avais semées plus tôt pour étaler le temps de travail. Je savais qu'avec toutes les surfaces que j'avais de colza semées cette année, ça n'allait pas être facile de tout faire en parfaite condition. Je l'ai vu sur la dernière parcelle que j'ai semée, où j'ai abandonné à la dent et j'ai fini au strip-till parce que ça bourrait trop et le sec était en train de s'installer. Donc pas de regret, elles ont souvent été une gueule un peu bizarre, ce métaux, et au final c'est les parcelles les plus jolies, les plus régulières, avec une belle biomasse très propre. Je suis assez content. Les févroles par contre c'était un peu moins développé vu que le colza avait pris le dessus. Je vais marcher vers l'autre parcelle. En même temps, je vais vous parler de la stratégie fertilisation colza. Donc là, il y avait eu 3 tonnes, 4 tonnes, je retrouve mes chiffres, de lisier de porc phase déshydratée, 3 tonnes. Donc j'avais payé ça à 55 € la tonne. Il y a 8 € d'épandage. Pour une fois, j'ai fait sous-traiter à quelqu'un qui a un appareil qui a pesé, embarqué et l'épandage était vraiment de super qualité. Merci Guillaume. Ça fait un super boulot. Le débit de chantier en plus est excellent, et en été c'est toujours compliqué entre les moissons, l'irrigation, le stockage. On est propriétaire de la batteuse, il faut faire les épandages, les semis de couvert, les colzas, c'est vraiment rempli. Donc là j'ai voulu déléguer l'épandage des fientes de poules et du lisier de porc, et je suis très content parce que au niveau répartition au sol c'était super. Donc il y a eu ça avant le semis. Le but de cet organique, c'était d'arrêter le 1448 dans la ligne. J'en avais quasiment plus en stock. Celui que j'avais commençait à être vraiment vieux et il passe plus dans les filtres. Il faut que j'arrive à le remélanger. Faut que je vois ce que je peux arriver à faire avec le pulvé, ou le remélanger aussi avec de l'azote liquide pour voir. Mais il me reste 3-4 000 litres et j'ai du mal à l'utiliser. Il a plus de 3 ans maintenant. C'est un camion complet qu'on avait acheté. Donc je voulais passer à l'organique au lieu du minéral, parce que le colza est une culture qui adore l'organique. Elle est 11 mois en terre, donc ça a le temps de bien profiter avec tous les pics de minéralisation et l'eau. Et surtout avec l'organique, c'est qu'on n'apporte pas que du N et P. On apporte de la potasse, mais tous les oligos, la vie du sol, ainsi de suite. Et je le vois sur les parcelles qu'on a en bio depuis de longue date, qui voient de l'organique comme ça depuis très longtemps, très longtemps. Mais la culture adore, et il y a une culture comme le colza. Les colzas en bio sont souvent très jolis, pas parce qu'ils sont en bio, mais parce que les parcelles ont vu beaucoup d'organique, et donc il y a un volant de fertilité qui s'est installé, et donc il y a une minéralisation continue, et ça c'est super pour le colza, parce qu'en fait ce qu'on cherche dans nos systèmes, donc en ACS mais aussi en bio de manière générale peut-être pour les colzas, c'est qu'il n'y ait pas de repos végétatif. En gros, le but c'est que le colza ne rougisse jamais et il continue de pousser. Alors des fois il y a des remarques, oui ton colza il est élongué machin et tout. Alors sur la partie semi-direct assez peu, sur la partie strip-till monograine ça peut arriver. C'est pour ça que je cherche à descendre aussi au maximum la densité de semis. C'est qu'à 75 ça fait du monde sur la ligne, donc j'ai semé cette année avec les pieds à 7 cm, mais il faudrait descendre à 14 ou 15 grammes mètre carré, parce qu'il y a le priming effect, c'est-à-dire que le pied cherche à monter en hauteur. Donc voilà, le fait de mettre de l'organique au semis, c'est pour se passer de minéral dans la ligne de semis. Idéalement, c'est bien de quand même mettre un peu d'azote à l'automne. 30-40 unités, ça assure une
une pousse continue, ça viendra en déduction de la dose totale. Donc ça permet d'avoir un colza poussant. Vous voyez là un peu l'allure des colzas, on voit qu'ils sont repartis, ils ont pu avoir une pousse active quasiment continue pendant tout l'hiver. Et pour moi, c'est indispensable si on veut limiter l'utilisation d'insecticides dans nos cultures, c'est que le colza n'ait pas de pause, qu'il n'ait pas de repos végétatif et que le frigo soit bien plein, comme le dit souvent nos amis Emmanuel sur Twitter, c'est que le frigo plein pour le colza, il faut toujours que ça pousse. Donc moi je suis dans cette optique-là. Si ça a de l'élongation, ben, tant pis, on n'est pas dans une zone avec des grands froids. On achète bien sûr des variétés qui est le moins sensible à l'élongation, mais c'est pas pour ça que je vais semer plus tard ou limiter la nutrition du colza. Je préfère rester sur des dates de semis précoces et l'alimenter. Et s'il doit élonguer, ben, il va élonguer. Et puis tant pis pour lui, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'y perdre à ce jeu, bien au contraire. Et les fientes de poule, pour ça, c'est super. Donc ici, le problème, c'est qu'elles arrivent à un tarif un peu trop cher. On est à un minimum 80-90 € tonne la fiente rendue, donc ça fait très cher. C'est pour ça que j'étais parti sur du lisier de porc, plus fertile azoté, azote liquide assez tôt. Et puis voilà, on va regarder un peu comment est le champ, puis je vais faire les pesées et analyse de sol. Donc ça fait des parcelles qui se présentent comme ça. Voilà, on va regarder sciemment au pied, c'est un endroit où il y a un peu moins de densité. C'est pour vous montrer vis-à-vis de l'ensalissement. Vous voyez qu'il y a très peu d'ensalissement. On peut trouver une crucifère de temps en temps, une sangle ou une ravenelle une fois de temps en temps, mais c'est vraiment rare. Et on n'a pas de graminées, on n'a rien quasiment. Donc un seul désherbage, ça me convient très bien, ça limite les interventions. On voit qu'il y a du paillage qui est encore présent. Bon, il y a des endroits où il y a beaucoup de paille, c'est lié aussi au bourrage du semoir, parce que là aussi je m'embêtais beaucoup. D'ailleurs, si ça doit bien traduire en vidéo, on voit bien que les févroles sont le plus développées. La févrole a longtemps occupé les trous jusqu'à ce que je fasse le désherbage. C'était courant janvier, je crois, ou fin décembre, je ne me rappelle plus. On voit bien que les févroles occupaient les trous, les plants de compagne ont occupé les trous du colza jusque pendant l'hiver. Et qu'à l'endroit où le colza était joli, il y avait déjà beaucoup moins de plants de compagne. En févrole, on était dans les 80 kg à peu près. Voilà, donc vous voyez au niveau du sol, je vous laisse juger le niveau d'insalissement qui est fait correct. Donc pour rappel, aucun désherbage au semis n'est effectué, mis à part du glyphosate s'il y a besoin, et 1,5 litre de yellow. Voilà. Avec l'air sapaille, on essaye de faire lever les repousses de blé en avance pour les taper au glypho. Si elles ne sont pas levées avant, on vient avec une demi-dose d'antigraminée foliaire en octobre. Donc il n'y a pas de long trail, ni qui sera mis au printemps, ni de... J'ai pas trop les noms des herbicides colza mis au moment du SMI, du Colzor Trio, d'Alabama ou ce genre de choses. Je mets rien de tout ça. J'utilise très peu de Mosar. Le Mosar, je l'utilise des fois que dans les bords de champs. Parce que des fois, je fais 6 mètres au bord quand ils sont sales. Je fais que la bordure du champ et les coins de champ. Mais les milieux de champ sont jamais faits au Mosar, il n'y a pas besoin. Alors, j'ai encore perdu un gant. En horizon, je descends autour des... Faudrait que je remesure. Je dois descendre à 22 peut-être. C'est peut-être un peu trop profond, faudrait que je revérifie la mesure. Peut-être pas besoin de descendre aussi profond. D'ailleurs, dans les analyses de sol, donc là c'est avec Aurea, donc classique. Et avec la PAD, on a également un projet qui s'appelle Dicasol, qui est un projet où on mesure l'évolution des taux de matière organique en ACS. Donc dans l'horizon superficiel et l'horizon de surface. Donc on revient sur la même parcelle au bout d'un certain nombre d'années pour voir l'évolution du stock, et ça c'est fait à l'échelle du pays, et ça permet à l'association
de récolter de la data et ça peut servir pour défendre les dossiers des agriculteurs. Pour les peser, je me suis fait un cadre en fer à béton de 1 mètre de 1 mètre sur 1 mètre, et quand je veux faire des pesées des comptages, je le pose au sol et soit je compte les pieds, soit là je vais couper au cutter bien, et puis après je pèse avec mon peson et ma poche. Rien de bien sorcier. Voilà, c'est rempli en eau. Parcelle de blé, on aura des trous. Donc là on arrive dans les blés de tournesol. C'est peut-être les moins avancés au niveau stade. Le semoir à disque a souvent tendance à se mettre un peu profond dans le tournesol en plus. J'avais réglé, je ne sais pas si vous vous rappelez, les roues de chariot du semoir, c'est ce qui fait la pression au sol. Donc je vais régler quasiment au minimum, mais en tournesol avec un peu d'avancement, il a tendance à beaucoup rentrer en terre. Et cette année, j'avais remis la herse de recouvrement et donc ça avait tendance à rajouter plus de terre que ce qu'il fallait sur la ligne de semis. Donc, visuellement, ça donne ça, le blé. Donc là, c'était semoir à disque, un terre rang à 18 à peu près. Il faudrait que je refasse des comptages. Alors j'ai toujours tendance à semer un peu clair. Alors c'est pas flatteur pour le paysan pendant toute la première stade, on va dire. Ça fait pas des champs bien de pelouse comme vous pouvez voir un peu plus loin, où les gens ont tendance à semer en date normale à plus de 300 grains, puis un peu plus tardif à plus de 400. En période normale, je suis plutôt à 240, entre 240 et 280. Là, j'ai semé 300, 320 avec les pertes d'hydromorphie ou autre. Si ça se trouve, ça va de 180 à 280 pieds selon les autres. Là, ici, c'est à peu près correct. Il y a des endroits, où il y a plus de pertes. Vous voyez, au niveau ensolissement, il n'y a quasiment rien. Il y a très peu d'adventices. J'ai vu quelques gaillets un peu sur les bords. Mais on sait s'en occuper, c'est pas grand chose. Vous voyez, je suis obligé de les chercher, les adventices. Il n'y a vraiment pas grand chose. Donc là, c'est une dominante limon avec du sable. On voit qu'en précédent tournesol, le problème c'est que le sol est à nu assez longtemps. Pourtant, c'était pas du tournesol en TCS ici, c'était du tournesol strip-till. Donc il y avait le couvert avec le mulch en interrang, mais c'est délicat d'arriver à retrouver les anciens rangs de tournesol et où était le mulch. Ça a tout été mangé par la vie du sol. J'avais passé le rouleau en biais en plus avant le semis pour que toutes les cannes soient bien coupées par le semoir à disque. Allez, je vais faire le prélèvement pour les analyses de sol. Pour rappel, pour les interventions sur le blé, le désherbage a été fait au stade 3 feuilles, début talage, avec 1,5 litre de Dayco, 1 litre de Défi et 0,15 de DFF. Voilà, donc habituellement je faisais des doses un peu plus faibles. Là je veux prémunir l'arrivée des régras dans les coins de champ, les bords de parcelles, donc j'ai augmenté un peu les doses cette année. La késérite n'a pas encore été mise. Je voulais attendre un peu pour le céréales. Par contre, j'ai mis 30 unités. J'ai mis 38 unités d'azote. J'ai fait des bandes T-100. Cette année, je prévois pas des gros apports d'azote. Je prévois autour des 120 unités maximum, puisque de toute façon, les potentiels seront faibles. La moyenne pluriannuelle est déjà de 55 quintaux. Donc, avec un semi-tardif comme ça, on va tabler sur moins. Donc, je vais plutôt tabler sur 4 passages à 30 unités, faire du biberonnage, l'enracinement sera moins bon. Donc faire plutôt 4 passages à 30 unités cette année. Et je pense faire des passages avec acide aminé, oligo, type éco-amino aussi, par exemple là, en 3 fois 5 litres, avec soit du cuivre et du bore pour le premier passage, qui devrait pas tarder, et ou bien après avec d'autres interventions phyto, parce que c'est un très bon adjuvant en plus.
et la Kieserite, on verra peut-être dans les jours, semaines. Bon là on laisse essuyer après 70 mm, peut-être que semaine prochaine ou celle d'après on verra pour passer avec soufre et magnésie. Donc ici 70 unités d'azote et demi, 100 unités de soufre. Je pars, on sait qu'un colza, on vise entre 30 et 35 quintaux, il va avoir absorbé 200 unités d'azote au total. On n'apporte pas 200 unités, mais c'est ce qu'il aura absorbé. Et comme je vise du 1 pour 2 en soufre, soufre azote, donc je pars avec 100 unités de soufre. Je cherche aussi à avoir pas mal de magnésie, on en manque souvent nous, dans nos parcelles, parce qu'il n'y a pas de calcaire actif. Donc ça fait 50 unités de magnésie. On voit que c'est assez propre, l'activité biologique a repris tout doucement. Ici, il y avait quelques cendres des ravenelles liés au passage de striptil. Il ne reste que quelques-uns après l'hiver, mais je n'ai pas fait d'intervention spécifique. Je suis assez content de cette parcelle. Je n'avais pas semé au semoir à dents à cause de l'énorme charge en pierre qu'il y a là. Il y a des gros silex qui vont très importants. Donc je préfère avoir une dent tous les 75 cm qui sort des pierres qu'une dent tous les 25 qui en sort partout. Sinon, c'est vraiment compliqué. On était pareil à 19 grammes mètre carré, vous voyez. Il y a largement assez de monde sur la ligne. C'est pour ça que je vous parlais de descendre à 14 ou 15 grains l'année prochaine, parce que pour moi ça me semble encore bien assez épais. On est d'accord qu'idéalement, au lieu d'être à 75 cm, on voudrait mieux être à 50 ou 60. Je suis d'accord, mais on fait avec l'équipement existant. Le monograine est à 75, 8 rangs 75. La bineuse pour la partie bio aussi, le cueilleur, tout le reste. Donc c'est pour ça que j'ai essayé l'année dernière du colza comme ça. Et pour rappel, j'avais obtenu le même rendement entre du colza 75 au monograine et du semi direct à la dent à 25. Donc cette année, on va voir ce que ça donne. Donc ça nous donne une pesée à 1,8 kg. Voilà, c'est correct, sans plus. Sur la partie SD, on est entre 1,2 kg et 1,5 kg. C'est plus irrégulier, on va dire, un peu plus. L'année dernière, la partie striptil, on était entre 2,5 kg. La partie très jolie, on est monté jusqu'à 3,2 kg. Donc là, on peut voir un peu, on parlait de... de semi au monograine. Donc c'est un vieux monograine, c'est un vieux NG+, aucun équipement spécifique. Quand je sème, je roule tranquillement, autour des 5 km/h. Donc on voit la régularité qui est quand même correcte, hein, au niveau pied de colza. Ça fait des beaux pivots déjà. Et ce que je regarde surtout au moment du semis, alors c'est presque pas autant la régularité entre les pieds, ce qui compte, c'est la profondeur. L'été, vous savez, je sème à 5 cm et je veux être toujours minimum à 5 cm régulier. Donc je sème tranquillement pour que toutes les graines soient bien placées. Je veux pas de graines entre 2 et 3. Je préfère qu'elles soient un tout petit peu plus profondes que pas assez. Et c'est ce qui me permet d'avoir des belles levées homogènes en colza. En semi direct à la dent, c'est pareil. Je sème tout à 5, sauf que les dents pianotent plus, puisqu'elles doivent travailler et semer. Alors que là, c'est le striptil qui s'en prend dans la figure. Et le monograine, lui, n'a plus qu'à venir placer. Donc, j'ai pas besoin d'équipement spécifique pour le monograine. Il faut juste être précis avec le RTK et avoir passé le rouleau avant. Bon, voilà, je pense qu'on va arrêter pour ici. Je sais pas quelle est la durée de la vidéo, mais peut-être trop. Allez, salut, à vendredi.